Donc le but du cours, c'est pas de s'appesantir sur toutes les démarches administratives, mais c'est d'insister sur le fait qu'on vous donne ou on vous soutient dans le fait d'améliorer vos compétences et vos connaissances sur le sujet de la gestion. Et là, on est un peu dans le dur, la gestion administrative. Et on voudrait vous sensibiliser au fait que, comme on l'a déjà dit, vous allez avoir une casquette de responsable administratif, et même si, plus que probablement, vous êtes accompagné par un comptable, toutes les responsabilités qu'on va honorer, qu'on va détailler ici, le comptable, il ne peut pas vous être d'un grand secours. C'est à vous de les endosser. Donc ça, c'était pour faire le lien, pour remettre un peu du lien dans le cours. Effectivement, tout ce qui va concerner la problématique du contrat avec vos clients, vous allez devoir le gérer. Alors, on pourrait se dire d'un côté, très très simple, j'ai des clients et je vais prester ce que je dois prester avec eux. N'oubliez pas que pour beaucoup d'entre vous, ça va passer par un vrai contrat. Vous êtes dans le domaine du bâtiment, il y a souvent des contrats qui sont signés. Et quand ils ne le sont pas, parce que vous dites, moi je vends des frites, c'est de la vente comptoir, il n'y a pas de contrat. En fait, si, il y a un contrat. La relation commerciale, le fait que quelqu'un se dépossède d'argent, vous le donne, c'est parce qu'en contrepartie, il y a un service. Et ce service-là, c'est un contrat. Vous vous engagez à réaliser une prestation qui est de faire des frites, qui est de livrer un sandwich. Le problème, c'est que souvent, ces conditions, ces contrats ne sont pas définis. Dans un contrat, il y a l'objet du contrat, il y a des conditions générales. Bref, il y a tout un tas d'éléments pour encadrer ce lien juridique, et souvent, c'est pas très bien fait, voire c'est pas fait du tout. Donc, réaliser des contrats, ça va être une de vos activités, et réaliser tout ce qui va autour de la prestation. Par exemple, réaliser les obligations qui vous incombent dans le cadre de la relation commerciale, et donc ce qu'on appelait avant les pratiques de commerce et qui se retrouvent maintenant dans le code économique, dans un des livres du code économique. Par exemple, avoir des prix qui sont affichés, pouvoir avoir des tableaux de prix dans les restaurants, pouvoir parfois avoir aussi des encarts sur les allergènes, parce qu'il n'y a pas que les pratiques de commerce, il y a aussi toutes les normes hygiéniques, il y a tout ce qui concerne les contrats d'assurance avec les clients. Quand par exemple vous faites de l'implantation de chantier et que vous avez recours à un architecte. Bref, la partie contractuelle, c'est quelque chose qui va vous suivre partout dans votre vie, d'où la nécessité, et mon conseil, c'est d'avoir évidemment un contact avec votre comptable, mais aussi avoir un avocat, avoir un notaire pour qu'il puisse vous guider à travers toute cette pratique. Avoir aussi un bon assureur, parce que qui dit contrat dit responsabilité, qui dit responsabilité dit aussi assurance, responsabilité de vos prestations et responsabilité quand les clients viennent chez vous, vous trouver dans votre lieu. On va parler de responsabilité professionnelle, responsabilité d'exploitation, mais aussi responsabilité objective quand vous êtes avec, par exemple, dans l'ORECA, que vous avez un accès au public. Attention aussi à, tous ces règlements qui s'ajoutent, qui sont parfois compliqués à mettre en œuvre. On fera peut-être un petit module complémentaire là-dessus, comme pour introduire par exemple les normes du RGPD, Règlement général de la protection des données. Ça fait partie de la manière dont on doit honorer ces contrats. On doit les honorer en respectant les données privées des personnes. Et aujourd'hui, c'est vraiment... il y a une réglementation contraignante là-dessus. Donc effectivement, c'est vraiment une partie très délicate, mais souvent qui est énormément sous-estimée. Alors, deuxième point, les contrats avec vos créanciers. On ne vous l'apprend pas. Demain, vous devenez un entrepreneur. Votre premier créancier, ça va être l'État. Vous êtes indépendant, personne physique ou en société, vous allez commencer à avoir ce qu'on appelle un passif social. Parce que vous êtes indépendant, vous êtes censé payer des cotisations sociales. À qui? À l'INASTI, donc à l'Institut national d'assurance sociale pour travailleurs indépendants. Vous allez devoir payer des impôts. Je dis bien des impôts. Si vous êtes indépendant, vous avez toujours des impôts personnes physiques. Vous avez une partie impôts des sociétés. Vous allez devoir aussi peut-être respecter vos obligations
si vous avez du personnel envers l'ONSS, l'Office national de la sécurité sociale. Vous allez peut-être avoir un véhicule de société, vous allez devoir payer une taxe sur votre véhicule, vous allez avoir des taxes urbaines, vous allez avoir des taxes sur la publicité. Bref, l'État va devenir votre premier créancier. Alors on pourrait se dire, et alors? On en a oublié une, Salvatore. Je la remets en live pendant notre présentation. La TVA, évidemment. Exactement. Donc tout ce qui est obligation liée à la TVA, tout à fait. C'est une erreur courante d'oublier la TVA. On pratique des prix, on oublie que la TVA, en fait, on joue le rôle d'un agent collecteur de l'État, pour le trésor de l'État. Et c'est d'autant plus complexe qu'en fonction de l'activité qu'on a, on a déjà rencontré le cas, la TVA peut être pour presque le même service, tantôt à 21% et tantôt à 6%. Et ça change très très fort par rapport à ce que le client peut récupérer, va payer, etc. Hein, on parlait du cas de l'Horeca, c'est ça, ou si c'est à consommer sur place, c'est 21%, si c'est emporté, c'est 6%. Je parle sous ton contrôle, Salvatore. Hein. Et dans le domaine de la restauration, c'est même 12% à splitter s'il y a des boissons et de la nourriture. Et donc souvent, ça c'est évacué. Et j'ai souvent des restaurants qui, dans le cadre d'un contrôle, commencent à avoir des contrôleurs qui leur demandent d'expliquer, ben tiens, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas du 12%, qu'ils en ont très peu alors que c'est le gros de leur chiffre d'affaires. Bref, sous-estimer la TVA, c'est souvent source de problèmes parce que c'est les moins rigolos. Pourquoi? Tout simplement parce que la TVA ramène énormément à l'État. C'est un des premiers budgets de l'État, la TVA, donc on ne plaisante pas avec la TVA. Voilà. Je passerai aussi pour tous ceux qui veulent se lancer dans l'automobile, par exemple, les systèmes particuliers de TVA à la marge. Souvent, ce n'est pas maîtrisé et je rencontre tous les jours, j'ai des clients dans le domaine de l'automobile, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe, les régimes d'exemption, les régimes donc à la marge, confondre ce qu'est un régime classique, régime de la marge, si c'est optionnel, pas optionnel, qu'est-ce qu'on doit faire, la gestion du stock, TVA à la marge, la production des factures correctement libellées, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Et puis les clients ne comprennent pas pourquoi lors d'un contrôle, on commence à dire il y a plein de factures qui ne sont pas bien libellées, on va aller plus loin. Donc méfiez-vous. Là, le comptable, pour le coup, il peut vous aider, mais de grâce, écoutez ce qu'il vous dit. Sinon, Et faites-vous accompagner dès le début, quoi, parce que je pense que tout le monde l'aura compris, c'est très complexe. exactement. La fiscalité est très complexe. Et donc, merci pour le tremplin, parce que le fait que l'État soit votre créancier, c'est souvent à travers des impôts et donc un système fiscal. Donc là, vous pouvez vous faire accompagner. Ça nécessite aussi de respecter certaines règles et de connaître les administrations. Et ça, trop souvent, on n'ouvre pas les courriers, on se dit que c'est injuste. OK, l'État n'empêche que quand il a le doigt sur vous, il ne va pas l'enlever juste parce que vous en avez marre. Donc, attention, c'est une responsabilité très grande, les relations avec l'État. Relations avec les banques et les fournisseurs. Les banques, on en a besoin. Quand on en a besoin, elles sont souvent là. Avoir une relation bancaire, c'est pas si évident que ça. Vous connaissez souvent les crédits à l'investissement, crédit voiture, crédit pour rénover, crédit pour les voitures. Dans le domaine professionnel, il est très important d'avoir un banquier qui puisse vous conseiller sur tous vos crédits professionnels. Et un conseil que j'ai à vous donner, demandez de l'argent quand vous n'en avez pas besoin. Et trop souvent, on rechigne à aller voir son banquier tout de suite. Et puis, c'est quand on est à l'agonie qu'on espère qu'il va vous aider. Ben non. Les banques détestent le risque, hein, c'est la règle de base. Donc, s'ils voient qu'on est dans une situation périlleuse, leur risque augmente, ils ne prêtent pas. Donc, mieux vaut y aller quand tout va bien et qu'on a des projets de développement où on pressent que quelque chose pourrait arriver, mais qu'au moment où on va demander, en tout cas, ne serait-ce que de façade, tout va bien.
Relation avec les fournisseurs. Souvent aussi, on pense qu'on a une bonne relation avec ses fournisseurs, mais on n'en obtient rien. Un fournisseur, ça peut faire des escomptes, ça peut faire des systèmes de modalités de paiement. Or, c'est souvent peu négocié. Vous négociez très peu avec vos fournisseurs, vous les benchmarkez. Hors terme un petit peu, ça veut dire quoi? Ça veut dire les évaluer. Les évaluer avant de rentrer en Comparer les uns. relation. Voilà, les évaluer après une prestation et les comparer les uns aux autres. Donc, ça, vous faites très peu parce que c'est prenant. Par exemple, il y a pas mal d'articles qui disaient, finalement, pendant la crise du coronavirus, la plupart des gens, des propriétaires à qui les locataires ont demandé une réduction de loyer ou un étalement des paiements, la plupart des propriétaires à qui on a demandé ont dit oui. Mais très peu de gens ont demandé. Comme quoi, ben, en allant chercher de la négo chez son fournisseur, on peut obtenir des choses. Alors, ce n'est pas nécessairement de l'argent, ça peut être des délais de paiement, ça peut être des services ajoutés, des livraisons gratuites, ça peut être tout un tas de choses. Donc, voilà. Alors, autre élément aussi essentiel, c'est certains vont passer par des fournisseurs qui vont eux-mêmes passer par des délégués commerciaux. Commander via des délégués commerciaux, ça peut avoir un avantage. Ils viennent chez vous, ils vous présentent des produits. Ça a aussi un inconvénient, c'est que ayez le réflexe d'avoir des chiffres commerciaux en tête. C'est quoi votre taux de marge? C'est quoi votre escompte moyen chez ce fournisseur-là? C'est quoi vos délais de paiement? C'est quoi les volumes à commander pour obtenir des avantages financiers supplémentaires? Bref, connaître et avoir une gestion de la relation fournisseur, ça passe par du chiffre, ça passe par connaître des chiffres. Et ça, trop souvent, c'est éliminé. Donc demain, si vous avez à gérer vos stocks, les délégués commerciaux, ils vont vous embobiner, ils vont vous dire je vais vous faire des conditions, je vais vous faire une remise supplémentaire. Et en fait, vous êtes crédule et vous ne regardez pas ce que vous commandez, vous ne le comparez pas au passé et vous vous faites un tourloupé. Donc, attention, la relation avec les fournisseurs, ça va vous prendre aussi une partie de votre temps. Bête exemple aussi de la relation fournisseur que je vois régulièrement avec mes clients qui sont dans le domaine du bâtiment. Il vous manque du matériel. Vous allez au bricot du coin, vous n'avez pas le temps, vous prenez le matériel et vous avez un ticket. Et vous me le rentrez. Sachez que sur le ticket, en fait, vous ne récupérez pas la TVA. Et quand vous faites ça souvent, toutes ces petites sommes de TVA qui sont non récupérables et où vous croyez que vous allez la récupérer, en fait, ça peut faire des gros montants. Pour, Le fait, peut-être pour ceux qui n'ont pas suivi le lien que tu fais entre ça, on ne récupère la TVA que lorsque la pièce qui est rentrée est une facture avec votre numéro de TVA dessus. Sur un ticket de caisse, il n'y a pas votre numéro de TVA. Un ticket de caisse n'est pas une facture. alors la plupart pourtant des magasins le font. Par exemple, si vous allez chez Action, à la caisse, vous pouvez mentionner votre numéro de TVA et on vous sort simplement le ticket avec votre numéro de TVA. Mais trop peu le font. Ils Et pensent. donc, vous perdez de l'argent, tout simplement. Donc voilà, les relations avec les fournisseurs, c'est vraiment quelque chose qui se gère pour ne pas perdre de l'argent. Pareil, si vous achetez en ligne, si vous achetez sur Amazon, mais qui est le vendeur? Là, le vendeur, il est belge, il n'est pas belge. Est-ce qu'il y a une facture, pas une facture? La TVA est-elle récupérable ou pas? Parce que parfois, on va trouver des avantages à acheter sur Internet parce qu'on va acheter moins cher. Sauf qu'en fait, on achète moins cher par rapport au prix magasin qu'on a vu en Belgique. Sauf que du prix magasin qu'on a vu en Belgique, il faut déduire la TVA. Et que si on l'achète en ligne, finalement, la réduction de prix, elle est TVAC et on va peut-être pas récupérer de TVA. Donc, la différence est parfois dérisoire, voire nulle, voire pas à notre avantage. Et en plus, si vous achetez en ligne, du coup, vous n'avez pas votre magasin à côté si jamais il y a un truc qui ne va pas pour un retour de marchandises ou quoi. Donc, il faut faire attention aussi à ça. Et tu fais bien de mentionner Amazon parce que c'est devenu un fournisseur commun des professionnels. N'oubliez pas que sur Amazon, ce n'est pas nécessairement vendu par Amazon lui-même. Il y a des comptes professionnels chez Amazon avec des filtres qui peuvent être activés, par exemple pour dire
quand je fais un achat professionnel sur Amazon, je vais m'acheter des forêts ou je vais m'acheter un mètre laser sur Amazon. Malgré le fait que vous ayez un compte professionnel, vous pouvez activer un filtre qui ne va vous montrer les résultats de votre recherche que pour les fournisseurs qui émettent des factures en bonne et due forme. Alors pourquoi est-ce que je vous dis ça? Je ne vais pas rentrer dans un cours de TVA, mais quand on est en TVA intracommunautaire, quand on commande du matériel chez un fournisseur qui est allemand, qui est hollandais, qui est je sais pas moi, italien, c'est pas la même chose que si on commande chez un fournisseur qui est chinois en direct. Alors pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de fournisseurs qui, via Amazon, ne fournissent pas de facture. Et alors vous vous retrouvez avec quoi? Vous vous retrouvez avec souvent un mail. Sachez que l'administration, elle peut refuser le mail, peut dire pas conforme. Quand tu dis C'est pas une administration, c'est facture. le contrôle Oui. fiscal. Et vous faites quoi à ce moment-là? Et alors j'ai trop souvent des clients qui se disent ok, faites le compte sur les commandes Amazon sur toute une année. Dites-vous que si le contrôleur il tombe dessus et que vous ne savez pas lui montrer des vraies factures en bonne et due forme, vous risquez d'avoir mal. Parce qu'il ne va pas vous dire je vous mets une amende. Il va carrément rejeter toutes les dépenses. Alors, si vous en avez pour 12 000 euros de dépenses, il pourrait rejeter 12 000 euros de dépenses. Peut-être que ça vaut la peine, parce qu'on a mentionné plusieurs fois le fait d'avoir des contrôles. On pourrait se dire, c'est une déformation professionnelle. Salvatore, il est comptable, des contrôles, il les vit très souvent. Est-ce qu'il y en a tant que ça? On a en tête le fait de dire, l'État, finalement, c'est une bureaucratie, il démarre pas au quart de tour, j'ai le temps, ça va être noyé dans la masse. Qu'est-ce que tu réponds à ça, Salvatore, par rapport au contrôle? Est-ce qu'il faut s'en inquiéter ou pas? Alors, est-ce qu'il faut s'en inquiéter? Je dirais oui, toujours. Il y a des contrôles, alors faut pas, tous les contrôleurs viennent pas pour casser du commerçant. Il y a des contrôles qui se passent très bien où j'ai eu aucun problème. Après, en général, le contrôleur, il vient à coup sûr. C'est-à-dire, c'est pas une loterie. C'est pas un contrôleur qui se lève le matin et qui veut faire chier son voisin par un contrôle TVA. Le contrôleur, il se lève le matin, il allume son PC, le PC lui dit, tu vas contrôler, bam, 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 tel dossier, tel dossier, tel dossier. Et en fait, il a même la raison pour laquelle on va contrôler. Il y a des Il va dire, ah alarmes qui tiens, déclenchent. oui, il y a des notes de crédit trop importantes, il y a des fluctuations en termes de services et biens divers, il y a une suspicion de carrousel TVA, peut y avoir plein de choses. Mhm. Donc quand le contrôleur y vient, surtout dans des secteurs cibles, ça peut vite être le carnage. Quand je dis des secteurs cibles, il est clair que si vous êtes consultant informatique, vous n'êtes pas dans un secteur cible. Par contre, si vous êtes dans l'ORECA, vous êtes dans un secteur cible. Pourquoi? Parce qu'on sait bien que vous êtes plus sujet à faire du noir, à avoir un peu plus de laxisme dans vos comptes, et donc ça peut vraiment, vraiment faire mal. Donc, voilà ce que je répondrais, ce n'est pas une fatalité. Par contre, et il y a quelque chose qui doit être très très clair dans la tête du futur commerçant, aujourd'hui, l'administration, elle est aidée par de l'intelligence artificielle. Mhm. C'est-à-dire que là où c'est l'humain qui devait faire des comparaisons, au jour d'aujourd'hui, il y a de Il y a des il y a de algorithmes. l'intelligence, il y a des algorithmes qui peuvent faire des liens entre tel fournisseur qui dit qu'il vous a envoyé telle facture et vous qui ne l'avez pas déclaré. Donc tout ça, ça se fait extrêmement vite, ça se fait avec des algorithmes de plus en plus puissants. Euh, voilà. Et ça se fait partout. J'expliquais à mes petits étudiants du cours d'entreprise du secteur automobile qu'aujourd'hui, CarPass, qui est une énorme base de données, compare des milliers de données entre elles. Mhm. Donc, ça veut dire qu'au jour d'aujourd'hui, on sait vite fait reconstituer l'historique d'une voiture. Alors, tous ceux qui veulent un petit peu passer de travers, passer par la bande, ça va être fini. Donc, attention à cette idée, la technologie va faciliter grandement le travail de contrôle de l'administration. La technologie. Donc là, Salvatore, tu es un peu le bas de signal. On voit dans le ciel que la technologie est en train de rôder et à un moment, ça va tomber.
Oui. Ok. Ok, voilà pour les créanciers, je pense. Ouais, pour les créanciers. Le contrat de travail, alors c'est aussi, on va se dire, oui, mais si je suis tout seul et que j'ai pas d'employé, ben en fait, vous êtes dirigeant d'entreprise ou vous êtes indépendant, vous n'avez pas de contrat de travail, mais vous avez une responsabilité sociale sur ce que vous faites par rapport à votre propre salaire. Hmm. Et donc là aussi, faites-vous accompagner. C'est un peu bête de passer à côté de systèmes de primes, de systèmes de déduction, de systèmes fiscaux avantageux. Or, trop souvent, les patrons, ils prennent un salaire, ils prennent du cash et puis ils se disent, et c'est comme ça. Alors, Attention, vous passez à côté de beaucoup, beaucoup de choses. peut-être que c'est le moment aussi pour faire un gros warning, un gros signal attention pour dire un contrat de travail engagé, l'engagement de quelqu'un, c'est une charge fixe. Vous pouvez prévoir du salaire variable, mais il y aura toujours une charge fixe et conséquente. Ce qui veut dire que si vous engagez des gens et que ça ne suit pas dans les rentrées, typiquement, il y a une variable d'ajustement, c'est votre salaire. À vous, chef d'entreprise. Puisque vos salariés, il va falloir les payer. Vous, vous êtes chef d'entreprise, vous vous payez avec ce qui reste. Vous avez une responsabilité qui est de payer vos salariés. Alors, il existe des systèmes, et beaucoup sont en train de le vivre pour le moment, qui sont le chômage technique, qui sont le chômage économique. Il existe des systèmes, mais globalement, si c'est juste une question de périodicité de l'activité, si c'est une question d'une concurrence inattendue ou peu importe, faites très attention. Euh, Moi, je dis souvent que on voit beaucoup d'entreprises. En fait, si vous regardez les comptes des entreprises, et on avait fait l'exercice avec Salvatore, il y a pas mal d'entreprises où vous regardez la courbe des bénéfices et elle va diminuer en même temps que la courbe des charges salariales augmente. Et puis, du coup, l'entreprise rentre en crise. C'est ce qui s'est passé dans notre ancienne boîte, hein, Salvatore. L'entreprise rentre en crise, on vire les gens, la courbe des charges salariales diminue, la courbe des bénéfices augmente juste de manière inversement proportionnelle. Et, et le mauvais réflexe qu'on a, c'est de dire, ah bah cool, on commence à retomber sur nos pattes. Vite, engageons des gens pour vendre, des commerciaux. Ça va nous permettre d'augmenter notre chiffre d'affaires et on va enfin retomber dans une boucle positive et pas une boucle négative. Or, avant qu'un commercial soit rentable, il faut qu'il vous ramène beaucoup de chiffre d'affaires, puisque le chiffre d'affaires, en fait, c'est pas ça qu'on va regarder. On va regarder la marge qui est dégagée de ce qu'il a vendu. Or, si votre commercial, il est payé, je sais pas, à nouveau, ça va je pas sous ton contrôle, mais imaginons même qu'on le paye 2000 euros net dans sa poche, à la fin, il a 2000 euros net. Ça va faire combien annuellement? Peut-être 60 000. Allez, je jette des chiffres. Mettons qu'il va coûter 60 000 en termes de masse salariale. Ça veut dire qu'il doit vendre pour plus que 60 000. Il doit vendre pour 60 000 de marge. Et si vous avez une marge de même 50%, ça veut dire qu'il a vendu 120 000 euros de chiffre d'affaires sur l'année. Pour ne faire que se payer. Là, vous avez encore 0 euros à vous dans votre poche. Donc, l'engagement, c'est vraiment quelque chose qu'il faut réfléchir mûrement. Moi, je compare souvent ça à la marche, en fait. Quand on marche, qu'est-ce qui se passe? On a le centre de gravité du corps qui avance et on met tout le corps en déséquilibre. Et avant de tomber, en fait, on met un pied. Puis on remet le corps en déséquilibre, avant de tomber, on met un pied. Et je compare souvent l'engagement au pied qu'on met avant de tomber. C'est-à-dire que beaucoup se disent, on va engager pour générer du cash et donc avoir un effet de levier et de croissance, alors qu'en fait, dans les PME, ça nous déséquilibre. C'est comme si vous avanciez en mettant votre pied et puis ramenez votre corps, en mettant votre pied et puis ramenez votre corps. C'est pas la manière dont on marche. Il faut déséquilibrer votre entreprise vers l'avant et quand vous n'en pouvez plus, quand vous dites je vais exploser, si je veux continuer à tenir ce rythme-là, je dois engager, vérifier si c'est rentable et si oui, alors engager. Mais
l'engagement n'est que la conséquence d'un déséquilibre d'activité vers l'avant et pas un engagement préalable à la création d'activité. Alors vous allez me dire, bah, c'est pas toujours comme ça, parfois on engage et on vend et ça marche. Oui, pourquoi? Parce qu'il y a un effet de levier avec des levées de fonds très importantes. Bien sûr, demain, vous créez une start-up avec un logiciel et vous allez lever 3 millions d'euros. Ben oui, vous avez de quoi engager des commerciaux, vous avez de quoi engager des développeurs. On a une chouette équipe, on peut à la fois bosser, à la fois vendre et très vite, on va vendre. Mais demain, vous êtes fleuriste, vous êtes dans l'ORECA, vous êtes dans la construction, vous êtes dans l'automobile, vous êtes dans éducateur canin, vous êtes opticien, peu importe. Il n'y a pas cet effet de levier de la collecte d'investisseurs avec des investisseurs très importants. Donc là, on revient vraiment dans une situation, à mon sens, de d'abord le déséquilibre vers l'avant et puis seulement on met le pied, on engage. Comme tu viens de le dire, le contrat de travail, ben, c'est une obligation forte d'un employeur. La dernière obligation, c'est de libérer les fonds nécessaires au fonctionnement de votre activité. Si vous êtes en société, vous allez prévoir du capital. Bien que maintenant on parle de société sans capital suite à la réforme du Code des sociétés, à part pour les SA, sachez que si à un moment donné la société a des besoins, il se pourrait très bien que vous deviez aller dans votre propre poche pour faire une avance, pour libérer des fonds qui ont été souscrits, pour faire une avance de trésorerie à votre société. Donc des Donc fonds c'est souscrits, aussi, pour ceux qui n'ont pas le vocabulaire, les fonds souscrits, c'est au moment où je crée ma société, je deviens investisseur, je lui donne de l'argent, et cet argent, en fait, s'appelle le capital. Et il y a le capital libéré, c'est l'argent que j'ai mis sur la table. Et puis il y a le capital souscrit, c'est l'argent que je me suis engagé à mettre sur la table, mais que je n'ai peut-être pas libéré dès la création de l'entreprise. Donc, voilà, quand tu tout dis, ça a un peu changé avec le CSA, mais ah, grosso pardon, modo c'est ça. voilà, mais c'est l'idée. Donc, c'est dire, bah, finalement, j'ai une dette envers l'entreprise, je lui avais promis de l'argent. Là, on a un besoin de fonctionnement, on a besoin de liquidité. Ben, il est grand temps que je libère cet argent que j'avais promis. Donc voilà, ça clôt un petit peu cette responsabilité. Ce qu'on voulait souligner, c'est que demain, vous êtes entrepreneur, vous avez des grosses responsabilités sur les épaules, ça fait partie des craintes. La bonne nouvelle, c'est que vous avez beaucoup de cours normalement sur tous ces sujets. Vous faites accompagner par un comptable, vous avez de l'aide à porter. On a parlé des incubateurs qui peuvent être une aide pour appréhender, pour embrasser toute cette complexité. Ça ne doit pas vous faire peur, mais ça doit quand même être dans un coin de votre tête en disant si vous n'êtes pas prêt à assumer des responsabilités, vous n'êtes pas prêt à vous former dans le domaine de la gestion, vous n'êtes pas prêt à gérer de l'administratif, soit vous vous associez avec quelqu'un pour qui ça va être la responsabilité, vous vous associez, je ne sais pas, ça peut être avec votre femme, avec votre frère, et qui dit moi je vais gérer ce côté-là et vous allez travailler, mais surtout si vous avez une aversion pour les responsabilités et la gestion et que vous vous lancez seul, ne vous lancez pas. Alors, pour faire le lien, on va faire des modules complémentaires parce que finalement, les responsabilités, c'est des sujets assez techniques. On s'en voudrait de ne pas creuser certains points qui sont très importants quand on pense à se lancer, hein. On parle quand même d'esprit d'entreprendre ici. Donc, euh, on va creuser un module sur le processus de création d'entreprise. On va creuser un deuxième module sur la différence entre indépendant personne physique et société. Et alors, je ne lui ai pas encore dit, mais Salvatore, je te propose qu'on fasse un module pour briser aussi le coup d'un fameux mythe qui est on gagne quand même bien mieux sa vie quand on travaille en noir. Tout à fait. Merci, à très bientôt. Très bientôt.